émission sur France 2 qui est passée à 20h50, à l'heure de grande écoute, qui était, le titre, je crois, c'était Vivre sans électricité pendant une semaine. Voilà. Donc ils ont coupé le courant dans un petit village de la France. Bref. Alors, je ne sais pas si je suis pour quelque chose. Salut YouTube. Donc cette vidéo sur les panneaux solaires, donc je l'ai publiée le 27 mai 2012 et elle a fait 115 620 vues. C'est quand même pas rien. Et depuis plus de 10 ans, donc j'ai pas vraiment reparlé du sujet, sauf de manière très éparse et rapide. Et je pense que ce serait bien de faire un petit point parce que les choses ont un peu évolué. Et puis j'ai vu quelques vidéos dernièrement. Et puis on me pose certaines questions et je me dis que ça serait bien de faire un petit peu le point. Alors, les choses ont bien changé. À l'époque, donc il y avait donc des agriculteurs qui sur leur hangar mettaient des panneaux solaires pour revendre sur le réseau. Donc il n'y avait pas de batterie, ils pouvaient pas donc s'en servir euh, eux directement. C'était juste un placement financier dans le sens où même si ça demandait un crédit, et donc comme c'était racheté à l'époque 40 centimes le kilowatt, donc il y avait réellement de quoi se remplir les poches, surtout que c'était des contrats sur 20 ans, donc pendant 20 ans c'était verrouillé. Et ensuite ça a baissé, c'était racheté 26 centimes. Là les clients continuaient encore à racheter des panneaux solaires pour mettre sur leur toit de maison individuelle, s'il était bien orienté évidemment, pour pouvoir continuer de vendre aussi à EDF. D'ailleurs je crois qu'il y a un youtubeur qui est équipé de ça, je crois que c'est Pascal. Et impossible de s'en servir pour soi. À l'époque, une fois que l'installation était faite, souvent c'était des sociétés en carton qui duraient 2 ans et puis il n'y avait pas de SAV et il fallait donc que le consuel passe pour valider les installations et les raccordements électriques sur le réseau parce que ça se fait pas comme ça. Et certains n'ont jamais été raccordés ou alors ça a pris des années, peut-être 2 ans, mais pendant 2 ans ils continuaient de payer leur crédit, rembourser les mensualités avec les intérêts sans avoir aucun revenu parce qu'il n'y a toujours pas raccordé sur le réseau. Donc c'est pour ça que ça a eu mauvaise presse. Bon, il y a des commerciaux qui étaient vraiment qui pensaient qu'à leur commission, peu importe les conséquences. Donc du coup, ça a fait beaucoup de mal à la profession. Et donc du coup, c'est un petit peu synonyme d'arnaque pendant longtemps à cause de ça. Et puis donc EDF du coup n'a racheté plus, enfin rachète à 9 centimes maintenant le kilowatt, ce qui fait que c'est plus du tout intéressant. Donc plus personne veut de panneaux solaires pour revendre. Donc les entreprises pour qui c'était le métier, ils font comment? Donc ils ont réfléchi, ils ont trouvé une solution, c'est vendre des panneaux solaires pour l'autoconsommation. Alors l'autoconsommation, c'est très différent de l'autonomie. Ça n'a en fait rien à voir. Pour la revente, il y avait donc un onduleur énorme qui était ventilé, qui faisait un petit peu de bruit. C'était très cher. Ce qui se passe, c'est que au bout de 10 ans, il fallait le remplacer. Et puis donc le contrat était sur 20 ans. Et puis une fois que le contrat est terminé, on se retrouve avec du matériel qui a baissé en rendement. Et du coup, pour le consommer directement, il faut faire quand même des travaux et il n'y a pas de batterie. Donc c'est en direct. Sauf que le petit souci du solaire, c'est que il nous apporte de l'électricité réellement quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire la journée quand on est au travail et puis l'été quand on est en vacances ou dehors parce qu'il fait beau. Donc ça c'est bon, c'est pour ça que le solaire n'est intéressant qu'à partir du moment où il y a des batteries. Ça, c'est clair et net. Alors, le système actuel qui se vend depuis 3 ans, c'est l'autoconsommation. Donc, il n'y a plus ce gros onduleur, il n'y a plus besoin de salles importantes dédiées à ça. C'est un micro-onduleur qui se fixe en dessous du panneau solaire. Donc, le panneau solaire, donc là, vous en avez une version miniature 5 watts.
Donc bon, j'ai déjà expliqué monocristallin, tout ça, on va pas revenir là-dessus. Donc il y a du verre, des plaques de silicium, derrière donc une plaque de PVC et tout autour une cornière en aluminium. Cette cornière, en général, sur les grands panneaux, elle fait à peu près 3 cm d'épaisseur et ce micro-onduleur, donc, il se fixe à plat, donc juste derrière, ce qui fait que on a du courant continu sur 5 cm et après c'est tout de suite transformé en 220 alternatif. Ce qui permet beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que le courant alternatif, comme il y a moins de pertes, n'a pas besoin d'avoir des très grosses sections de câbles, il ne crée pas de surchauffe, donc il y a moins de risques dû à une surchauffe que ça s'enflamme, qu'il y ait un incendie. À l'époque même, c'était le protocole était compliqué pour les pompiers. On disait qu'ils ne se déplaçaient pas s'il y avait des panneaux solaires sur le toit d'une maison. Avant, c'était intégré dans la toiture. Maintenant, c'est en surimposition pour permettre de ventiler et refroidir le panneau solaire, puisque dès qu'il monte trop en température, il perd énormément de rendement. Donc le fait d'avoir de l'air en dessous permet de maintenir sa température de manière optimum pour produire l'électricité. Alors du coup, comme en autoconsommation, c'est des micro-onduleurs qui copient donc la fréquence 50 Hz du réseau, puisque c'est tout petit, hein, donc c'est gros comme ça s'appelle un IQ7. Plus tard, hein, peut-être sortira l'IQ8, mais aujourd'hui, toutes les entreprises qui posent ce type d'installation sont sur des micro-onduleurs en IQ7, donc ne font que copier point barre. C'est-à-dire que si vous coupez le courant, s'il y a une panne, s'il y a donc une tempête qui a couché un pylône où le câble a été coupé, bref, il y a plus de jus, eh bien le micro-onduleur n'a plus rien à copier. Donc du coup, vous n'avez plus d'électricité par vos panneaux solaires en cas de coupure de courant. Donc, et ça, il y a très peu de gens qui osent poser la question. Il y a énormément de gens qui ont ce type d'installation et puis ils se rendent compte, à la première coupure de courant, qu'ils n'ont pas d'électricité. Ben oui, mais ils n'ont pas posé la question. Et puis le vendeur, lui, il n'a pas mis ça en avant. Il l'a pas. Et au fait, on est bien d'accord que s'il n'y a plus de courant, vos panneaux solaires ne servent à rien. Ben il va pas le dire. Voilà. Il n'a pas le droit de mentir, mais si les gens ne posent pas la question, mais il va pas donner le bâton pour se faire battre. Il veut vendre, il va avoir sa commission. Bon. Donc voilà, donc les micro-onduleurs, ça copie. Si il n'y a plus rien à copier, ça produit pas. Donc et vous pouvez pas brancher de batterie là-dessus. Je m'explique. Une batterie 12 volts, ça se charge en 12 volts. Si vous avez un panneau solaire de 36, 24 ou 48 volts, il ne faut pas brancher votre batterie. Il faudra un régulateur adapté, donc un régulateur de tension de panneau solaire adapté à votre panneau solaire. Si votre panneau solaire fait 36 volts, il faudra donc un régulateur de 36 volts. Il y en a qui ont plusieurs possibilités, vous choisissez. Il faut toujours choisir des régulateurs, même pour les micro-installations, au moins 50 ampères, parce que si jamais vous voulez, dans 3 ans, en rajouter un deuxième en parallèle, eh bien, vous n'aurez pas besoin de changer le régulateur. Donc j'espère que c'est clair, c'est simple ce que je dis. Donc les petites installations avec batterie, ça se fait en général donc avec des panneaux 12 volts. Quand je dis 12 volts, par exemple celui-ci, il y a la tension nominale, la tension crête. Par exemple celui-ci c'est un petit panneau 5 watts, 12 volts, mais il monte à 17, voire carrément jusqu'à 22. Donc et en fonction des nuages qui passent, qui partent, qui reviennent devant le soleil, eh bien la tension va monter, baisser. Donc de toute façon, il faut toujours qu'ils produisent plus, comme ça donc on limite. Et le régulateur envoie par exemple 13 volts pour recharger une batterie 12 volts. Voilà, il faut toujours que ce soit un petit peu au-dessus. Si vous mettez 15 volts, ça sera trop. Vous allez griller votre batterie. Et plus une batterie est pointue, comme les batteries ion, où il faut des régulateurs MPPT absolument, eh bien, il faut être 13,5, c'est bien, pour charger les batteries. Si vous dépassez les 14, c'est possible que vous la détériorez, elles vont chauffer
se charger trop vite, ça va trop vite monter en température, et comme c'est une technologie plutôt assez fragile, ça va pas durer très très longtemps. Aujourd'hui, les accus sont beaucoup en 18650, mais Tesla donc, est en train de développer une plus grosse batterie qui deviendra le standard plus tard. C'est même plus gros qu'une 26650 et un peu plus haute. Donc voilà, le standard d'ici 5 ans, ce sera peut-être des batteries Tesla. Bref, tout évolue, tout évolue. Donc quand vous voulez faire des micro-installations, donc batterie donc 12 volts, donc ça sert à rien d'avoir des panneaux solaires trop puissants. Voilà. Et les panneaux solaires, il faut savoir les brancher. Donc Inimus va aborder le sujet parallèle ou série. Donc il a mis ça un petit peu de côté. Je pense que c'est important en électricité d'être très clair et précis. Parce que, c'est dangereux, les gens peuvent se faire mal, s'électrocuter. De deux, peuvent griller leur installation, donc perdre de l'argent. Alors, donc le branchement donc, en série ou en parallèle, c'est très simple. Je vais prendre ces deux piles AA pour vous expliquer. Donc, parce qu'en électricité, ça peut paraître infantilisant, mais si on ne parle pas aux gens comme à des enfants, il y a toujours un risque d'erreur. Donc, m'en veuillez pas, mais au moins, après mon explication, même mamie aura compris. Voilà. Ou je sais pas moi, Gina en 6e qui est pas très forte en calcul aura elle aussi compris. Donc, on va prendre pour exemple deux piles AA. Donc c'est des piles 1,5 V. Donc on va imaginer que ce sont des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, par exemple 12 volts. Donc en série. En série c'est comme ça. Donc c'est comme Netflix. Votre série préférée, les épisodes, ils sont les uns à la suite des autres. Et là, vous avez la pile qui est en dessous. Donc là, on voit que le moins est raccordé au plus. Et puis ici et là, ça va à la batterie. Très bien. Donc là, en série, le moins est raccordé au plus. C'est facile. Donc là, la tension donc double. Donc si c'est des panneaux, donc 12 et 12, 24, I reste le même. Ça bouge pas. Donc on a une certaine puissance. Donc à chaque fois qu'on met deux panneaux solaires, on double la puissance, soit avec I ou soit avec U. Là en parallèle, donc parallèle c'est différent de perpendiculaire. Donc là ils sont donc sur deux lignes verticales qui ne se rejoignent pas, donc c'est parallèle. On les pose et on remarque que le plus peut être accordé au plus et le moins au moins. Donc là, la tension donc reste la même, mais I va être doublé. Donc P égale UI. Donc si U est le même, mais I est double, alors P égale le double. Donc là aussi, on a le double de puissance. Sauf qu'on va avoir la puissance avec seulement 12 volts de tension. Donc un régulateur 12 volts suffira. Sauf que c'est ce qu'il y a à pas cher, à 10 balles. Si vous les mettez en série, comme ça, donc vous aurez le double du panneau solaire en puissance, puisque vous avez deux panneaux. Sauf que là, la puissance, ça va venir non pas de I, mais de U. Puisque là, vous allez avoir donc moins de courant I, mais plus de tension U. Puisque 12 et 12, ça fait 24. Donc si vous envoyez 24 volts sur votre régulateur, qui est prévu pour recevoir du 12 volts, vous allez griller le régulateur. Voilà. Et il vaut mieux que ce soit lui à 10 balles qui grille plutôt que votre batterie à 200 balles. Voilà, c'est sûr. Il y a une chose quand même qu'il faut rappeler et vous allez comprendre pourquoi c'est important de le dire. Donc en fait, sur un panneau solaire, il y a donc différents champs. Donc toutes ces cellules sont branchées les unes aux autres. Si jamais il y a une crotte d'oiseau qui vient, qui coule un peu, c'est tout blanc, ça cache la lumière. Donc en fait tout ce champ-là ne donnera pas d'électricité. Il n'y a pas dans le champ donc un arbre, un poteau électrique, une cheminée qui projette son ombre dessus.
eh bien lui continuera à fournir de l'électricité, en l'occurrence uniquement 6 volts. Parce qu'un panneau 12 volts divisé en deux, si il n'y a que la moitié qui produit, ça donnera que 6 volts évidemment. Donc ça c'est important de le rappeler, parce que le principal intérêt des installations d'autoconsommation avec micro-onduleur, c'est que comme il y a un micro-onduleur sous chaque panneau, si jamais par exemple sur 8 panneaux il y en a un qui est en panne, eh bien les 7 autres continueront donc à produire de l'électricité. C'est quand même super par rapport aux anciennes installations où tout était amené dans le local en continu pour être transformé avec un énorme onduleur en 220 alternatif. C'est que déjà si votre gros onduleur très coûteux tombait en panne, donc il faut que quelqu'un vienne le chercher, le ramène à l'atelier, passe des coups de fil au constructeur, reçoive la pièce, fasse la réparation, viennent vous le ramener ici, puis si jamais ils sont loin, mais ils attendront d'être dans le coin, ça peut prendre 6 mois de réparer une ancienne installation photoélectrique. Et bien à l'époque où c'était revendu, eh bien le temps c'est de l'argent. Voilà. Parce que comme c'était autofinancé et que ce que les gens gagnaient servait à payer les mensualités, sachant qu'en plus normalement ils recevaient leur chèque uniquement qu'à la fin de l'année, alors que les mensualités c'est tous les mois. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui se sont fait un petit peu arnaquer, mais en tout cas les installations d'aujourd'hui sont faites uniquement que pour réduire la facture d'électricité, ne donnent aucune autonomie, mais il y a moins de risques de tomber en panne, en tout cas pendant longtemps. Voilà, je pense que c'était quand même important de souligner. C'est fait pour donc baisser les factures pour celui qui a du chauffage électrique, qui a plein de choses électriques, qui a une grosse surface de toiture, qui met 3 kg parce que 3 kg c'est 3000 watts. Parce que au-delà en fait on passe sur une TVA à 20%. Donc la plupart des installations sont de 3 kg. Bien sûr, il faut que ça soit en corrélation avec votre facture d'électricité. Parce que si déjà à la base vous êtes très peu consommateur d'électricité, vous avez peut-être même pas besoin de 3 kg. Donc tout ça s'étudie, ça se calcule. Et puis par rapport à votre mode de vie, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes chez vous, est-ce que vous êtes à l'extérieur, enfin bref, tout ça, c'est différent selon chaque foyer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire venir des spécialistes qui vous font une étude personnalisée et ça se calcule. Il y a des logiciels pour ça, en fonction de tout à chacun. Bref. Ça serait trop simple de dire ça marche pas, c'est bien. Non, c'est selon les cas. Pourquoi ça serait inutile? On ne peut pas bidouiller une installation en autoconsommation pour mettre des batteries. Parce que la batterie, donc elle est généralement donc à 12 volts ou 24, hein, et pas plus. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des batteries qui se chargent en 220. Parce que si c'est possible, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez un petit appareil qui va lisser le 220 en continu et qui va baisser et pour que ça soit accepté par la batterie. Pour alimenter la maison, on recommence à revenir en 220. Donc on a perdu 3 fois 20%, donc on a perdu 60%, il reste plus que 40% d'efficace maximum. Donc ça n'a strictement aucun sens. C'est pas que c'est impossible, c'est que ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est très très coûteux. Donc si vous voulez de l'autonomie, donc avoir du courant quand il y a une coupure de courant, ça n'a pas de prix. Et on va dire, quasiment les 3/4 du budget va être dans les batteries. Donc il faut des grosses batteries, il en faut plusieurs. Et puis donc il faut évidemment après avoir l'onduleur pour onduler à 230 volts en pur sinus, hein, évidemment, surtout pour une maison, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Donc ça coûte un petit peu plus cher que des pseudo-sinus, quasi-sinus, etc. Bon, je vais pas refaire la vidéo. Mais donc du coup, c'est pas adapté du tout. Les micro-onduteurs ne sont pas adaptés à la résilience. C'est fait simplement pour
c'est péjoratif peut-être, mais pour le bobo qui a une piscine, qui a une pompe à chaleur, etc., enfin qui a une grosse consommation, par exemple de 12 kVA par an, donc lui, ça va être adapté pour réduire sa facture. Voilà. Donc après, il y a plusieurs formules. Il y a des gens aussi donc en général, donc on peut de toute façon systématiquement avec dès que vous avez des des micro-onduleurs, vous pouvez lire sur application via votre smartphone, Android ou l'autre, Apple, vous pouvez lire votre production. Vous devenez producteur d'électricité, donc vous pouvez avoir un œil là-dessus. Et donc on l'a vu, donc c'est inutile de revendre le surplus parce que le surplus c'est racheté que dalle. Il faut en plus changer de fournisseurs qui ont généralement donc des abonnements par rapport à votre fournisseur classique beaucoup plus élevé. Donc est-ce que c'est rentable? En particulier ceux qui vous proposent, je prends de l'avance parce que ça va ressortir un de ces quatre, les batteries virtuelles. Il faut savoir que ceux qui vous parlent de batteries virtuelles, c'est des entreprises qui sont habituées à gérer le data, c'est-à-dire tout le numérique. En fait, c'est comme le Bitcoin, c'est des données, ça a un certain montant, c'est de la valeur. Donc en fait, c'est tout un micmac où il faut être sorti de Saint-Cyr ou Polytechnique pour comprendre, il faut être mathématicien pour comprendre. Et en réalité, si vous faites bien le calcul, si vous n'écoutez pas simplement le message commercial, si vous rentrez dans le détail, vous vous apercevrez que rien n'est fixe, tout peut être modifié, les contrats peuvent être modifiés, et que même ceux qui le vendent ont grand mal à vous expliquer en mettant tout à leur avantage, que ça peut être intéressant au bout de 15 ans, vous allez gagner 200 € par an, super. Tout ce qui est batterie virtuelle, en fait, c'est pas une arnaque, mais mathématiquement, c'est pas viable, surtout quand rentrent en compte les lois qui peuvent être changées selon les gouvernements actuels, qui sont très instables et qui changent d'avis. Et quand ils ne changent pas d'avis, ça change soit c'est droite, soit c'est gauche, ça change, voilà. Donc du coup, on part sur des projections mathématiques de 20 ans, sauf que tout peut changer, en gros, tous les ans finalement. Donc il y a 20 possibilités de changement. Donc c'est faire des plans sur la comète et croire que les choses sont fixes sur 20 ans, c'est vraiment se leurrer. Avec ce type d'installation d'autoconsommation avec micro-onduleur, on n'a plus de courant en cas de coupure. C'est que tout simplement, donc comme j'ai déjà expliqué, le micro-onduleur copie la fréquence des 50 Hz et que une fois que le courant est coupé, parce qu'il y a un orage, eh bien il y a plus de jus, parce qu'il n'y a plus rien à copier. Mais c'est aussi une volonté, c'est-à-dire que quand il y a une panne, donc la centrale nucléaire, la centrale, donc va distribuer nucléaire ou autre, que ce soit thermique par le charbon ou que ce soit hydraulique par les barrages, donc va en dispatcher le courant, un petit peu comme donc des toiles d'araignée, et puis ça va arriver à un local, puis à un autre. Toi, tu es ici. Donc imaginons, il y a une panne là, donc il coupe des deux côtés, il va intervenir donc sur la ligne. Il va se mettre certainement en sécurité, il va monter avec sa petite échelle télescopique là, pour faire son intervention. Sauf que si toi, tu es ici, entre les deux bâtiments, mais que tu envoies toi du courant avec tes panneaux solaires dans le câble, lui là-haut, avec ses petites mimines, ça va pas lui faire du bien. Il va prendre le jus, alors qu'il croyait être en sécurité et isolé. Donc c'est peut-être une volonté, je pense, c'est peut-être fait exprès en fait, et pour protéger le réparateur. Et d'ailleurs, on devrait peut-être faire aussi la même chose pour ceux qui ont des puits et qui malheureusement n'ont qu'un système de vanne et pas de système de sécurité réel dans les normes pour pouvoir dissocier les deux installations entre le puits et le réseau quand ils sont raccordés aux deux. Quand le puits est à 4 bars avec sa pompe et que le réseau est à 3 bars, si malheureusement
les vannes ne sont pas tournées dans le bon sens, eh bien le puits, si jamais il est pollué de bactéries, coliformes, enfin, il va envoyer, vu que sa pression est plus forte, dans les tuyaux à tous ses voisins des bactéries. Donc quelqu'un qui a un puits peut donner la chasse à tous ses voisins alentour. Donc il n'y a pas de véritable contrôle par rapport à ça. Donc ça présente un risque. Le risque, si c'est de passer une journée assis sur le trône, c'est pas catastrophique. Si par contre la vie d'un homme est en danger, s'il s'électrocute, là c'est problématique. Donc voilà pourquoi à mon avis c'est fait exprès. Bien, j'espère que vous avez du coup un peu mieux compris, appris certaines choses, je l'espère. Cette vidéo sera pas parfaite comme toutes mes vidéos. Si vous avez des questions, si je peux y répondre, je le ferai. Si je peux pas, je le ferai pas. Et j'espère que j'ai répondu à vos attentes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!